Un service de minuit aux urgences, un téléphone taché de sang, et le sourire de mon mari sur son écran de verrouillage, le coup final est silencieux qui a laissé mon mari infidèle avec absolument rien. La patiente agrippait son smartphone avec une force si terrifiante que ses jointures étaient devenues complètement translucides sous les lumières crues de la salle d'urgence. Il était 23h47 lorsque les ambulanciers l'ont fait entrer sur un brancard par les portes vitrées coulissantes de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Elle venait d'être extraite d'une violente collision sur l'autoroute A4, à peine 30 minutes plus tôt. Son poignet droit était sévèrement enflé, commençant à prendre une teinte violette, profonde et furieuse, et une croûte de sang séché dessinait la courbe de son sourcil gauche. Pourtant, malgré le choc et la douleur, elle n'avait qu'une seule requête, frénétique et haletante, avant même qu'on envisage de lui poser une perfusion. « S'il vous plaît, vous devez appeler mon mari. C'est le premier dans mes favoris. S'il vous plaît. » Éléonore Dubois, une infirmière aguerrie du service des urgences qui avait passé les 8 dernières années à naviguer dans le flux et le reflux chaotique du service, prit le téléphone avec des mains expertes et douces. Elle tapota l'écran pour le réveiller. L'écran de verrouillage illumina la baie de triage faiblement éclairée, et là, juste sous un déluge de notifications non lues, il y avait une photographie. C'était une photo de Mathieu Lefebvre, son propre mari. Il se tenait sur la terrasse ensoleillée d'une maison blanche de bord de mer, ses bras enroulés solidement autour d'une petite fille aux yeux rieurs et vifs, l'océan s'étendant à l'infini en arrière-plan. Si vous vous êtes déjà demandé ce que vous feriez si une vérité bouleversante était soudainement, violemment, placée entre vos mains nues sans le moindre avertissement, restez ici, attardez-vous sur cette histoire. Auriez-vous appuyé sur le bouton d'appel sur le champ, hurlant son nom dans le récepteur ? Ou auriez-vous ravalé les éclats de verre de votre propre vie et maintenu un silence absolu et terrifiant, tout comme l'a fait Éléonore ? Car Éléonore n'a pas crié. Elle n'a pas laissé tomber le téléphone. Elle n'a pas regardé la femme effrayée et en sang sur le brancard comme une ennemie. Au lieu de cela, elle sentit un détachement glacial soudain l'envahir. La cacophonie de la salle d'urgence, les moniteurs qui bipaient, les internes qui criaient, le grincement des semelles en caoutchouc sur le linoléum semblèrent s'estomper instantanément, comme si quelqu'un l'avait scellé à l'intérieur d'une lourde chambre forte en verre insonorisé. Le dossier de la patiente indiquait qu'elle s'appelait Chloé Lambert. Elle avait 34 ans, souffrait d'une fracture mineure du poignet et d'une légère commotion cérébrale. Mais le plus frappant chez elle était la terreur pure dans ses yeux grands ouverts et dilatés. Elle ne ressemblait pas à une femme jouant le rôle d'une maîtresse cachée dans l'ombre. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle prétendait être, une épouse terrifiée et dévouée, attendant désespérément que son mari se précipite à travers les portes de l'hôpital pour la sauver. Le regard d'Éléonore dériva lentement, mécaniquement, vers la main gauche de Chloé, qui reposait sur la couverture rêche de l'hôpital. Et là, l'attendant, se trouvait le deuxième coup dévastateur de la nuit. Une alliance en or blanc. Elle était presque parfaitement identique à celle qui reposait actuellement sur l'annulaire gauche d'Éléonore, jusqu'au délicat motif de vagues gravées sur mesure à l'intérieur de l'anneau. Mathieu lui avait juré, en lui tenant les mains il y a 4 ans, qu'il avait conçu ce motif de vague lui-même. Il avait promis qu'un joaillier de la place Vendôme l'avait créé exclusivement pour eux, un symbole de leur amour unique et non reproductible. Éléonore posa le smartphone de Chloé sur le plateau roulant en acier inoxydable avec un léger clic métallique. Elle tourna la tête et croisa le regard d'une autre infirmière du triage. « Il faut que tu me couvres sur le box 4 pendant exactement 2 minutes, dit-elle, sa voix étrangement stable. Elle marcha le long du long couloir vivement éclairé en direction de la salle de repos du personnel. Elle ne courut pas. Elle ne trébucha pas. Elle ferma simplement la lourde porte en bois derrière elle, se plongeant dans le bourdonnement silencieux des distributeurs automatiques. Elle sortit son propre téléphone de la poche de sa blouse et composa le numéro de Mathieu. Il décrocha à la 2e sonnerie. « Salut, ma chérie. » Sa voix profonde et apaisante résonna dans le haut-parleur. « Tout va bien ? Je suis à la maison, je t'attends. » Éléonore fixa ses propres mains tremblantes. Quelques instants plus tôt, ses mains planaient au-dessus de l'écran de Chloé. Mathieu était son mari. Dans cet appel téléphonique, il prétendait impeccablement se prélasser dans leur appartement historique du Marais. Et pourtant, quelque part, enfouie au plus profond du labyrinthe de ses mensonges, il y avait une petite fille dont Éléonore savait qu'elle ne pourrait jamais effacer le visage souriant de sa mémoire. Éléonore ne lui demanda rien. Sa voix ne trahit pas le moindre tremblement lorsqu'elle répondit « Oui, tout va bien. Je voulais juste voir si tu étais encore réveillé. »
Mathieu laissa échapper un petit rire affectueux, exactement le même son qui avait l'habitude de l'ancrer pendant ses journées les plus stressantes. Je te prépare une camomille. Tu as eu une garde brutale ce soir, n'est-ce pas? Éléonore ferma les yeux une fraction de seconde. À seulement 30 mètres de là, dans le box de triage 4, Chloé Lambert saignait, avait peur, et priait pour que ce même homme franchisse les portes coulissantes de la pitié-salpêtrière. Dans le marais, selon son scénario impeccable, Mathieu attendait consciencieusement Éléonore. « Tu n'as pas besoin de m'attendre, dit Éléonore, son ton plat et indéchiffrable. Je pourrais finir mes rapports tard. Va dormir. » Elle mit fin à l'appel avant qu'il ne puisse étirer la tromperie plus loin. Elle se tenait paralysée au centre de la salle de repos, regardant fixement son propre reflet dans le verre sombre de la machine à café. Elle remarqua une minuscule tache de sang séché couleur rouille sur le col de sa blouse bleu clair. Ce n'était pas le sien. Elle prit une serviette en papier rugueuse du distributeur, l'humidifia sous l'évier et frotta méticuleusement la tache. Elle frotta jusqu'à ce que le tissu soit humide et propre, comme si ce minuscule geste obsessionnel pouvait d'une manière ou d'une autre lui redonner le contrôle qu'elle venait de perdre sur toute son existence. Quand Éléonore repoussa enfin le rideau et rentra dans le box 4, Chloé tourna immédiatement la tête vers elle, grimaçant sous l'effet du mouvement. « Lavez. L'avez-vous joint ?» Éléonore s'approcha du lit et ajusta soigneusement la couverture chauffante sur l'épaule non blessée de la patiente, en l'abordant avec une précision professionnelle. L'administratrice de l'accueil s'occupe des contacts d'urgence en ce moment, mentit Éléonore sans accroc. Pour l'instant, nous devons vous emmener en radiologie pour un scanner afin de vérifier ce traumatisme crânien, et nous allons mettre de la glace sur ce poignet. Chloé hocha la tête, une patiente obéissante et confiante, mais ses yeux anxieux ne cessaient de revenir sur son téléphone posé sur le plateau. Soudain, l'écran s'illumina avec une nouvelle notification. Il ne resta allumé qu'une brève seconde avant de s'éteindre, mais elle capta chaque mot de l'aperçu du message. Ne dis rien à personne pour l'instant. Je vais arranger ça. Éléonore ne pouvait pas voir le nom de l'expéditeur de son angle, mais elle sentit un œuf froid et dur se serrer au fond de son estomac. Cette formulation spécifique ne ressemblait pas à celle d'un mari frénétique inquiet d'un accident de voiture. Elle ressemblait exactement à celle d'un homme essayant désespérément de colmater les brèches d'un navire de mensonges en train de sombrer. Pendant l'heure qui suivit, Éléonore se déplaça avec la précision mécanique et sans faille pour laquelle elle était connue au service des urgences. Elle rinça la perfusion, nota les fluctuations de la pression artérielle, se coordonna avec l'interne en orthopédie pour l'attelle du poignet et administra les analgésiques prescrits. Pour quiconque l'observait, l'infirmière Dubois était un modèle de compétence médicale absolue. Personne n'aurait pu deviner que sous son extérieur calme, elle était en train de démolir mentalement toute l'architecture de son mariage, brique par brique, inspectant les fondations pourries d'une maison dans laquelle elle avait vécu pendant 4 ans. Alors que les analgésiques commençaient à apaiser la terreur de Chloé, l'épuisement s'installa dans ses os. Ses paupières s'alourdirent, et elle murmura quelque chose dans le silence de la pièce, une chose à laquelle Éléonore n'était absolument pas préparée. « Il déteste les hôpitaux », chuchota Chloé, sa voix pâteuse à cause des médicaments. « Il les déteste tellement. Mais pour les enfants, il se surpasse toujours. Il vient toujours. » Le stylo d'Éléonore se figea en plein milieu d'une phrase sur le dossier papier. Les enfants. Chloé offrit un faible sourire somnole, la tendresse indubitable et profonde d'une mère parlant de ses enfants, même lorsqu'elle était meurtrie et blessée. Dorian et Léa. Léa. Elle est si terrifiée si elle se réveille dans le noir et que je ne suis pas là. Le stylo dans la main d'Éléonore semblait peser 20 kilos. Léa. C'était le nom exact que Mathieu avait choisi avec soin et amour pour la fille qu'il prétendait qu'ils auraient un jour ensemble, quand le moment serait venu. À 6h20 du matin, la garde de nuit éreintante prit enfin fin. Éléonore retira sa blouse, enfila ses vêtements civils, serra fermement son lourd trench-coat en laine autour d'elle et sortit de l'hôpital en direction du parking du personnel. L'horizon parisien commençait à peine à capter la lumière pâle et glaciale de l'aube naissante. Avant de mettre le contact de sa Peugeot, elle sortit son téléphone, le déverrouilla et s'assit dans la voiture glaciale. En silence, elle ouvrit son navigateur et tapa un seul mot qu'elle n'avait jamais voulu associer au nom de son mari. Cassis. Éléonore n'envoya pas de SMS à Mathieu sur le chemin du retour. Elle ne l'appela pas. Elle navigua dans le trafic matinal, traversa le pont et se gara à sa place habituelle sous un vieil orme tortueux dans leur rue calme du Marais. En automne,
ses feuilles bouchaient toujours ses essuie-glaces. Elle monta lentement les marches en briques de leur immeuble, le téléphone toujours serré dans sa main, les résultats de recherche pour Cassis, sur la Côte d'Azur, brillant sur l'écran. Quand elle déverrouilla la porte, l'appartement embaumait le café fraîchement moulu et le pain au levain grillé. Mathieu se tenait à l'îlot de marbre de la cuisine, vêtu confortablement d'un pantalon de pyjama en flanelle grise et d'un pull marine ajusté. Il remuait du miel dans 2 lourdes tasses en céramique, agissant comme si ce matin n'était qu'un autre mardi magnifiquement banal dans leur vie parfaite. « Je t'ai fait un toast à l'avocat, dit-il, offrant un sourire chaleureux sans lever les yeux de ses tasses. Tu as l'air complètement épuisé. Ça a dû être une garde cauchemardesque. » Éléonore posa son sac en cuir sur l'un des tabourets de bar. Elle ne bougea pas. Elle resta là et observa le tableau devant elle. Le pain artisanal, les tranches parfaites d'avocat, le jus d'orange fraîchement pressé, le mug bleu spécifique qu'il savait être son préféré. Tout était arrangé avec une perfection domestique méticuleusement conçue que, la veille encore, elle aurait appelé le véritable amour. Ce matin, en le regardant à travers le prisme des urgences, cela ressemblait à une production théâtrale hautement répétée. « Il y a eu un grave accident sur la 4, répondit Éléonore, sa voix étrangement calme. Une jeune femme, mariée, 2 jeunes enfants. » Mathieu ne laissa pas tomber la cuillère. Il ne sursauta pas et ne tressaillit pas. Mais il y eut une hésitation microscopique, un unique et terrifiant temps de silence qui dura juste une fraction de seconde de trop avant qu'il ne réponde. C'est terrible, pauvre femme. Cette seule seconde de retard se grava dans la mémoire d'Éléonore comme un fer rouge. Alors qu'il passait fluidement à une réunion cruciale qu'il était censé avoir cet après-midi avec un client d'élite à Neuilly-sur-Seine. Elle baissa les yeux sur ses mains. C'étaient les mêmes mains qu'il avait attrapées par la taille il y a 4 ans, lorsqu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois devant un café près de la place des Vosges. Éléonore venait de terminer une garde brutale de 14 heures et, dans son épuisement, avait accidentellement renversé du café chaud sur un rouleau de plan d'architecte que Mathieu portait sous son bras. Il n'avait pas été en colère. En fait, il avait éclaté d'un rire riche et sonore. Il lui avait offert un nouveau café et lui avait dit que même les bâtiments les plus brillamment conçus avaient besoin d'une petite erreur humaine pour ne pas paraître stériles. Il s'était assis sur un banc pendant 3 heures ce jour-là, parlant des saisons changeantes de la région parisienne, des exigences brutales des gardes à l'hôpital, de son agence d'architecture en plein essor, et de la façon dont la lumière d'automne frappait les façades des immeubles au crépuscule. Il avait semblé être un homme entièrement construit de détails calmes et sûrs. Il se souvenait de tout ce qu'elle disait. Il posait des questions sans être indiscret. Il l'avait raccompagnée jusqu'à la station de métro sous un parapluie comiquement trop petit pour eux deux. 1 an plus tard, ils se mariaient dans une auberge rustique et historique dans le Perche. Il n'y avait pas de luxe extravagant, juste 40 amis et membres de la famille proche, du vin rouge corsé, de l'agneau rôti, des hortensias blancs sauvages, et la promesse solennelle d'une vie honnête et belle. Éléonore avait cru en cette promesse avec une foi pure et incorruptible. Après le mariage vinrent les dimanches matins paresseux à se promener dans le jardin du Luxembourg, les plantes en pot débordantes sur leur balcon, les dîners à emporter improvisés quand elle était trop épuisée pour cuisiner, et bien plus tard, les mois éreintants et déchirants d'injections d'hormones, de tests négatifs, et de consultations en larmes à la clinique de fertilité. Mathieu avait toujours été là. Il lui serrait la main si fort lorsque les médecins annonçaient une nouvelle série de mauvaises nouvelles. Il lui embrassait le front et lui chuchotait qu'aucun diagnostic médical ne pourrait jamais mesurer à quel point il l'aimait. Maintenant, debout dans la cuisine, il lui tendit le mug bleu. « Je vais devoir prendre l'avion pour la Côte d'Azur ce week-end, » dit-il nonchalamment, en prenant une gorgée de son propre café. Le projet de l'hôtel-boutique de Cassis a rencontré un gros problème de zonage. « Je dois être sur place. » Éléonore leva les yeux de son café. Cassis. Le même mot qui avait servi d'excuse pour des dizaines d'absences au cours des 3 dernières années. Mais cette fois, alors que Mathieu lui tournait le dos pour poser la cafetière à piston dans l'évier, Éléonore remarqua quelque chose auquel elle n'avait jamais prêté attention auparavant. Accrochée à son porte-clés en cuir sur le comptoir se trouvait une clé secondaire. Elle était petite, argentée, et une étiquette en papier délavé et effiloché y était attachée. À peine lisible sur l'étiquette, la lettre C. Éléonore ne posa pas de questions sur la clé. Ces années aux urgences lui avaient appris une leçon vitale. Lorsque vous découvrez une blessure qui semble petite en surface,
vous ne la sondez jamais aveuglément avant de savoir exactement à quelle profondeur va l'hémorragie interne. Elle le laissa finir son café. Elle le laissa parler avec animation des permis de construire, des plans structurels et d'une fausse réunion à Cassis qui semblait bien trop travailler et répéter. Elle hocha la tête au bon moment, mais elle n'écoutait plus en tant qu'épouse. Elle écoutait en tant qu'enquêtrice, prenant des notes mentales. Quand il attrapa enfin son manteau pour partir à son bureau, il laissa un reçu d'une boulangerie locale sur le comptoir et déposa un rapide baiser habituel sur son front. Avant, ce simple geste l'aurait porté à travers les heures les plus sombres de sa journée. Maintenant, le contact de ses lèvres lui semblait être un poids physique. La lourde traînée d'une tromperie monstrueuse frôlant sa peau. Elle attendit exactement 10 minutes après que la porte d'entrée se soit refermée. Puis, elle entra dans son bureau à domicile. L'espace de travail de Mathieu avait toujours été un sanctuaire d'ordre immaculé, de maquettes architecturales 3D impeccables, de rouleaux de plans soigneusement étiquetés, de lourds échantillons de pierres naturelles. Et d'une lampe de bureau en laiton vintage qu'il avait dénichée dans une brocante en Normandie. Éléonore alluma son iMac. Ses mains étaient glacées. Elle connaissait son mot de passe, une combinaison de leur anniversaire et de son année de naissance, car pendant 4 ans, ils n'étaient censés n'avoir gardé aucun secret l'un pour l'autre, du moins c'est ce qu'elle avait cru. D'abord, elle tapa « Cassis » dans la barre de recherche principale. Des dizaines de fichiers apparurent à l'écran. D'anciens emails de clients génériques, des itinéraires de vol, un budget pour la rénovation d'un hall d'entrée. Rien de manifestement incriminant, rien de définitif. C'était un écran de fumée parfait. Elle se rassit, son cœur battant la chamade contre ses côtes. Elle pensa à l'étiquette effilochée sur la clé argentée. C'est elle tapa, Chloé. Rien. Puis elle tapa, résidence Côte d'Azur. Toujours rien. Finalement, elle pensa au mot qu'il utilisait pour décrire le projet. Côtier. Elle tapa, projet côtier. Un dossier caché se matérialisa tout en bas du répertoire. Projet côtier Canada. Éléonore cliqua dessus pour l'ouvrir. À l'intérieur, il y avait des plans d'allure légitime d'une façade d'hôtel-boutique, des planches d'inspiration avec une esthétique côtière du Sud, et plusieurs feuilles de calcul avec des noms si ennuyeux qu'ils semblaient spécifiquement conçus pour être ignorés. Un fichier était intitulé « Logistique supervision de chantier ». Éléonore double-cliqua dessus. La feuille de calcul n'était pas un suivi logistique. C'était un calendrier méticuleusement codé par couleur. Les cellules vertes étaient désignées pour Paris. Les cellules oranges étaient marquées pour Cassis. Les cellules grises étaient intitulées « Transit ». En passant la souris sur les cellules oranges, de petites notes cachées apparaissaient. 5e anniversaire d'Oriane. Pédiatre Léa 14h. Dîner avec C. Ne pas répondre au téléphone après 22h. Éléonore cessa de respirer. Ses poumons se bloquèrent tout simplement. Dorian. Léa. Léa n'était pas un bébé théorique discuté dans le tragique sillage des traitements de FIV ratés. Léa était une petite fille vivante, qui respirait, avec des rendez-vous chez le médecin, des heures de coucher, et toute une vie vibrante se déroulant à des milliers de kilomètres de Paris. Ses doigts se déplaçaient sur le trackpad avec une énergie frénétique et désespérée. Elle trouva un sous-dossier intitulé « Facture ». À l'intérieur se trouvaient des reçus numériques de virements bancaires mensuels. Exactement 1500 € virés le 3e de chaque mois, toujours marqué avec le mémo « Supervision projet de chantier, Canada », mais le numéro de compte de destination n'appartenait pas à une entreprise de construction commerciale. Il appartenait à un compte courant joint lié à un contrat de location résidentielle à Cassis, sur la Côte d'Azur. Éléonore ouvrit le PDF du bail. Il y avait l'adresse. Il y avait les noms de 2 personnes à charge mineure répertoriées comme occupantes. Et il y avait le co-signataire, Chloé Lambert. Éléonore repoussa si violemment le fauteuil roulant qu'il s'écrasa contre une bibliothèque. Son corps exigeait physiquement une distance avec l'écran lumineux. Elle sortit en titubant du bureau, s'appuyant contre le mur du couloir et parvint jusqu'à la cuisine. Elle ouvrit le robinet sur froid et passa ses poignets sous l'eau glacée. Elle ne pleura pas. Il n'y avait pas encore de place pour les larmes. L'émotion qui menaçait de la déchirer était quelque chose d'infiniment plus terrifiant que le chagrin. C'était la réalisation profonde et suffocante qu'elle avait vécue à l'intérieur d'une simulation parfaitement construite, qu'un autre être humain avait conçue pour la garder docile et aveugle.
Elle se força à retourner à l'ordinateur. Il y avait une dernière pièce jointe en PDF dans le dossier. C'était un reçu scanné d'un joaillier haut de gamme sur rendez-vous de la place Vendôme. Il détaillait l'achat de 2 alliances en or blanc. La description notait la gravure de vagues personnalisées identiques. Le reçu montrait 2 dates d'achat complètement différentes, séparées de 3 ans, et 2 ensembles d'initiales intérieures différents. La vérité terrifiante devint absolument claire. Mathieu n'était pas simplement tombé dans une double vie par faiblesse ou par les circonstances. Il l'avait conçu. Il avait dessiné les plans de sa trahison, l'avait budgétisé, et l'avait commandé pièce par pièce, exactement comme l'un de ses bâtiments. Juste au moment où Éléonore tendait la main vers la souris pour fermer la fenêtre, une petite bannière de notification apparut dans le coin supérieur droit de l'écran. C'était un email entrant sur un compte ProtonMail caché qu'elle n'avait jamais vu auparavant. La ligne d'objet était vide. Le texte d'aperçu disait « Chloé pose des questions sur hier soir. Ne viens pas à Cassis ce week-end. Reste à l'écart jusqu'à ce que j'arrange ça. » Éléonore lut le message 3 fois. Elle ne toucha pas le clavier pour l'ouvrir. Elle ne cliqua pas sur le reste de ses emails. Elle appuya simplement sur les touches pour prendre une capture d'écran silencieuse du bureau. Elle fit glisser l'image sur une clé USB nouvellement créée, l'éjecta et éteignit l'ordinateur, s'assurant que l'écran devienne noir et froid, exactement comme elle l'avait trouvé. Elle fermait une porte qui n'était jamais censée grincer. Tard cet après-midi-là, Mathieu retourna à l'appartement du Marais, portant un petit sac en papier de la pharmacie du coin et arborant un sourire doux et compatissant. Il dit qu'il lui avait pris de l'ibuprofène de haute qualité et des sels de bain, au cas où ses muscles seraient encore endoloris par sa garde chaotique. Éléonore le remercia, sa voix parfaitement modulée. Mais alors qu'elle l'observait, le voile avait complètement disparu. Elle observait ses micro-mouvements. La façon dont il posait ses clés face cachées sur la console de l'entrée pour dissimuler les étiquettes. La façon dont il posait son smartphone sur la table de la salle à manger, l'écran contre le bois. La façon dont ses yeux évitaient consciemment de s'attarder sur la porte fermée de son bureau. Avant aujourd'hui, ces minuscules gestes lui auraient été complètement invisibles. Maintenant, c'étaient des sirènes hurlantes. Le lendemain matin, Éléonore appela l'infirmière en chef de la Pitié-Salpêtrière et demanda 2 jours de congé personnel d'urgence. Elle n'offrit aucun détail dramatique, déclarant simplement qu'elle avait une affaire familiale urgente qui nécessitait son attention immédiate. Puis elle composa le numéro d'Anne. Anne était directrice administrative à l'hôpital et la plus proche confidente d'Éléonore. Anne était une femme farouchement pragmatique, le genre de personne qui n'offrait pas de platitudes creuses ou ne posait pas de questions indiscrètes lorsqu'elle entendait le ton creux distinct de la dévastation dans la voix d'une amie. « Je dois aller à Cassis, dit Éléonore dans le combiné. Et j'ai besoin que tu viennes avec moi. Je réserve les vols. À quelle heure veux-tu être à Roissy, fut la seule réponse d'Anne. Elles prirent un vol direct de Paris à Marseille tôt le lendemain matin. Éléonore portait un épais dossier en cuir bleu marine dans son sac de cabine. À l'intérieur se trouvaient les copies imprimées du calendrier codé par couleur, les reçus de virement bancaire, le contrat de location, la facture du joaillier de la place Vendôme et la capture d'écran de l'email cryptique. Pendant le vol, Éléonore ne dit presque pas un mot. Elle regardait par le hublot ovale rayé, observant le littoral flou se transformer en un délavé de bleu et de gris, la lumière changeant froidement à travers le verre. Anne était assise sur le siège côté couloir, lisant un livre, plaçant occasionnellement une bouteille d'eau fraîche sur la tablette d'Éléonore, ne demandant jamais la moindre explication. Quand elles atterrirent à Marseille, elles louèrent une berline argentée banale. Éléonore entra l'adresse de Cassis dans le GPS. Elles traversèrent le paysage spectaculaire, laissant la ville derrière elles et entrant dans la tranquille et riche enclave côtière, où l'air sentait fortement les marais salants et le jasmin en fleurs. Les rues étaient bordées de chênes tentaculaires. Elles trouvèrent la maison au bout d'une impasse calme. C'était une belle maison blanche à 2 étages avec des volets verts profonds, une large terrasse enveloppante, et un petit vélo rose avec des roulettes appuyées nonchalamment contre les marches du perron. Éléonore coupa le moteur et s'assit dans le silence oppressant de la voiture. « Ne sors pas tout de suite, » murmura Anne, brisant enfin son silence, les yeux fixés sur la porte d'entrée. Elle n'eut pas besoin de le faire. Exactement 40 minutes plus tard, la lourde porte en chêne s'ouvrit. Chloé sortit la première. Son bras droit était solidement enveloppé dans un plâtre en fibre de verre bleu foncé et une écharpe. Elle se déplaçait avec précaution,
grimaçant légèrement en descendant les marches du perron. Un instant plus tard, un petit garçon qui semblait avoir environ 5 ans sortit en trombe de la maison. Il avait une tignasse de cheveux foncés et ondulés, les cheveux de Mathieu, et portait une casquette du Paris Saint-Germain, dribblant avec un ballon de football dans l'allée. Juste derrière lui suivait une petite fille avec des couettes brunes en désordre, serrant un lapin en peluche usé contre sa poitrine. Chloé s'agenouilla maladroitement, luttant avec sa seule main valide pour remonter la fermeture éclair du coupe-vent léger de la petite fille. Elle déposa un doux baiser sur le front du garçon, riant de quelque chose qu'il disait avant de les presser vers un SUV argenté garé dans l'allée. En les regardant, Éléonore sentit la rage blanche, chaude et aveuglante en elle se transformer soudainement. Elle ne s'évapora pas. Elle se cristallisa. Elle devint quelque chose de glacial, de tranchant et de terriblement précis. Il n'y avait pas de luxe extravagant ici. Il n'y avait pas de maîtresse sensuelle et malveillante se prélassant dans la soie. Il n'y avait qu'une mère épuisée et blessée essayant désespérément d'emmener ses enfants à l'école un jeudi matin. « C'est Léa », murmura Éléonore, les mots lui échappant presque involontairement. Anne la regarda, le visage empreint d'une tristesse silencieuse, mais elle ne dit pas un mot. De l'autre côté de la rue, la petite fille leva les yeux vers Chloé et cria quelque chose de joyeux que le vent emporta. Chloé lui rendit son sourire, un sourire d'amour maternel pur et sans mélange. Le même amour féroce que n'importe quelle mère montrerait, même lorsque son corps est meurtri et douloureux. En ce seul instant cristallin, Éléonore comprit une vérité qui dépouilla le dernier lambeau angoissant de son doute. Chloé Lambert n'agissait pas comme une femme qui avait réussi à voler le mari d'une autre femme. Elle agissait exactement comme quelqu'un qui était entièrement piégé dans le même mensonge. Éléonore et Anne retournèrent à Paris le soir même. Dans l'avion, Éléonore ouvrit le dossier bleu marine sur sa tablette. Elle arrangea méthodiquement les papiers par ordre chronologique. D'abord, le reçu des alliances, puis la feuille de calcul logistique codée par couleur, ensuite les virements mensuels de 1 500 €, et enfin la capture d'écran de l'email d'avertissement. Reste à l'écart jusqu'à ce que j'arrange ça. Le lendemain de son retour, Éléonore passa un appel à maître Isabelle Rossi, une avocate en droit de la famille très en vue basée à la Défense, vivement recommandée par le chef de chirurgie de la Pitié-Salpêtrière. Isabelle était vive, impeccablement habillée, et entièrement dépourvue de sympathie théâtrale. Elle écouta Éléonore exposer le récit d'un ton stérile et factuel. Elle ne sursauta pas. Elle n'offrit pas une étreinte. Au lieu de cela, elle demanda des copies des comptes bancaires, des déclarations de revenus, des documents de constitution de la société, et surtout, un silence de fer absolu. Ne le confrontez pas, ordonna Isabelle, tapotant un stylo en argent contre son bureau en acajou. Ne le laissez pas savoir que vous savez. Nous avons besoin d'une stratégie. Nous devons piéger ces actifs avant qu'ils ne se rendent compte que les murs se referment. Ce soir-là, de retour dans l'appartement du Marais, Mathieu versa 2 verres d'un cabernet coûteux. Il mentionna nonchalamment qu'il devrait malheureusement prendre le vol de nuit pour Cassis le vendredi afin de régler les problèmes de permis avec les investisseurs de l'hôtel. Éléonore accepta le verre de vin, laissant ses doigts effleurer les siens. Bien sûr, dit-elle, offrant un sourire serein et encourageant. Tu dois protéger ton projet. Je sais à quel point il est important pour toi. Mathieu exhala un long soupir, visiblement soulagé d'avoir contourné ses soupçons. Il l'embrassa sur la joue et alla se coucher tôt. À exactement 23h16, lorsque le son rythmé de la respiration de Mathieu confirma qu'il était dans un sommeil profond, Éléonore se glissa hors du lit. Elle se déplaça sans bruit jusqu'au salon, ferma les lourdes portes à galandage et sortit son téléphone. Elle composa le numéro qu'elle avait mémorisé sur le formulaire d'admission de l'hôpital. Le téléphone sonna 4 fois. Éléonore était sur le point de raccrocher quand une voix prudente et basse répondit. « Allô ?» Éléonore prit une profonde inspiration stabilisatrice. « Chloé, je m'appelle Éléonore Dubois. Je suis l'infirmière des urgences qui vous a soigné il y a 3 nuits à la Pitié-Salpêtrière. J'ai besoin de vous parler de Mathieu Lefebvre. » À l'autre bout du fil, le silence était si absolu, si lourd que pendant un long moment, Éléonore pensa que Chloé avait laissé tomber le téléphone. Puis elle entendit l'inspiration tremblante, le bruissement de tissu, le clic distinct d'une porte de chambre que l'on pousse doucement pour la fermer. « Qu'avez-vous à me dire sur Mathieu ?» La voix de Chloé était tremblante, défensive, bordée de peur. Éléonore ne se lança pas dans une accusation hystérique. Elle ne cria pas.
ces années à annoncer les nouvelles médicales les plus dévastatrices à des familles brisées lui avaient appris que la vérité, si elle est lancée comme une arme, ne fera que détruire la personne qui a désespérément besoin de l'entendre. Elle parla lentement, sa voix douce et mesurée. Elle raconta la nuit aux urgences. Elle mentionna le smartphone, le contact enregistré sous le nom de « Marie », la photo de l'écran de verrouillage avec l'océan, l'alliance en or blanc avec la gravure de vagues personnalisée. Puis elle récita l'adresse exacte de la Maison Blanche à Cassis. Chloé ne l'interrompit pas une seule fois. Elle écouta dans un silence paralysé jusqu'à ce que l'adresse soit prononcée. « Comment savez-vous où vivent mes enfants » murmura Chloé, sa voix se brisant. « Parce que Mathieu paie le loyer de cette maison à partir d'un compte courant joint qui est légalement enregistré à nos deux noms, répondit doucement Éléonore. Et parce que j'ai les relevés bancaires juste en face de moi en ce moment. L'expression « relevé bancaire » sembla changer toute la pression atmosphérique de l'appel téléphonique. Le mur défensif dans la voix de Chloé commença à s'effriter. Elle se mit à poser de minuscules questions hyper spécifiques, sondant le terrain pour s'assurer qu'elle ne perdait pas la tête avant de faire un pas de plus dans le cauchemar. Elle demanda le deuxième prénom de Mathieu. Elle demanda le nom exact de son agence d'architecture à Paris. Elle posa des questions sur la marque de la montre vintage qu'il portait toujours. Elle demanda des détails sur la fine cicatrice sur la jointure de sa main droite. Éléonore répondit à chaque question sans la moindre faille, non pas pour briser de force la femme à l'autre bout du fil, mais pour lui tenir la main à travers le doute impossible et suffocant. Puis, Chloé dit quelque chose qui fit qu'Éléonore se redressa rigidement sur son canapé en velours. Il m'a dit que vous étiez son ex-femme, dit Chloé, sanglotant doucement maintenant. Il m'a dit que vous étiez légalement séparés, mais que vous faisiez une dépression nerveuse massive après l'échec des traitements de FIV. Il a dit que vous refusiez de signer les papiers du divorce par dépit. Il m'a supplié de ne jamais répondre au téléphone si un numéro de Paris appelait parce que vous étiez instable et que vous essaieriez de me faire du mal. Éléonore ferma les yeux. L'obscurité dans la pièce semblait physiquement lourde. Mathieu n'avait pas seulement construit une seconde vie. Il avait activement utilisé comme une arme le traumatisme le plus profond et le plus angoissant d'Éléonore, son incapacité à porter un enfant, et s'en était servi comme d'un bouclier psychologique pour protéger ses mensonges. Il avait transformé son chagrin en alibi. Le lendemain matin, Chloé réserva un vol direct de Marseille à Paris. Elle insista pour qu'Éléonore ne vienne pas la chercher à l'aéroport. La paranoïa que Mathieu lui avait instillée était encore une blessure fraîche. Elle convint de se retrouver dans un petit café indépendant, faiblement éclairé, niché dans une rue calme de Paris. À 10h15, Chloé entra, vêtue d'un lourd manteau, son bras toujours immobilisé dans l'écharpe, portant une épaisse enveloppe Kraft marron. Son visage était pâle, assombri par une fatigue intense, mais sa mâchoire était serrée avec la détermination sinistre d'une femme qui avait décidé qu'elle en avait fini de s'effondrer. Elles ne s'étreignirent pas en se rencontrant. Cela aurait semblé totalement contre nature, presque grotesque. Elles se glissèrent dans une banquette d'angle, commandèrent 2 cafés noirs et posèrent leur smartphone face contre la table en bois. Éléonore ouvrit son dossier bleu marine. Chloé ouvrit son enveloppe marron. Ce qui suivit au cours des 3 heures suivantes ne contenait absolument aucun cri. Il n'y eut pas de larmes de rage. C'était bien pire que ça. C'était l'autopsie clinique et angoissante de 2 vies parallèles. Le 14 février de l'année précédente, Mathieu avait emmené Éléonore à un dîner exclusif aux chandelles dans le Marais, lui offrant une rare première édition d'un recueil de poésie. Ce même soir, il avait envoyé un texto à Chloé pour lui dire qu'il était coincé dans une réunion d'urgence obligatoire et épuisante avec ses investisseurs. Le 3 mai, Chloé fit glisser une photographie sur la table. C'était Mathieu portant un chapeau de fête, aidant Dorian à souffler les bougies d'un gâteau d'anniversaire de super-héros. Ce même jour, Éléonore avait un texto sauvegardé de lui se plaignant que son vol de retour d'une visite de chantier avait été retardé par une grosse tempête et qu'il était coincé à dormir dans un salon d'aéroport. En juillet, au point le plus bas de la vie d'Éléonore, lorsqu'elle était sortie de la clinique de fertilité de Paris, pleurant de manière incontrôlable dans le parking, Mathieu l'avait tenue dans ses bras pendant 20 minutes entières. Lui embrassant les cheveux et lui disant qu'ils se suffisaient l'un à l'autre. Ce même soir, il avait écrit un email à Chloé. Chloé fit glisser l'email imprimé sur la table. Éléonore le lut. C'est presque fini. Les avocats disent qu'elle est enfin en train de craquer. Bientôt, mon amour. Bientôt, nous serons une vraie famille, sans plus d'ombre.
Chloé agrippa sa tasse de café de sa seule main valide, ses jointures blanches. Je l'ai cru, murmura-t-elle, ne cherchant pas l'absolution, mais énonçant simplement un fait tragique. Je croyais vraiment qu'il se battait juste pour retrouver ses enfants. Éléonore ne répondit pas immédiatement. Elle regarda le plâtre de Chloé, les cernes sombres et meurtries sous ses yeux, la façon dont ses épaules se courbaient vers l'intérieur de manière défensive. Éléonore réalisa avec une clarté absolue que la honte suffocante de cette trahison n'appartenait à aucune des femmes assises à cette table. Elle appartenait entièrement au fantôme qui l'avait conçue. Elles utilisèrent le téléphone d'Éléonore pour appeler maître Isabelle Rossi depuis le café. L'avocate réitéra ses instructions strictes. Aucune d'elles ne devait encore confronter Mathieu. Elles avaient besoin de documents financiers. Elles avaient besoin d'horodatage. Elles avaient besoin de preuves irréfutables de ses dépenses fabriquées, de ses journaux de voyage frauduleux et de ses fausses promesses. Isabelle référa également immédiatement Chloé à un avocat en droit de la famille impitoyable sur la Côte d'Azur pour entamer des procédures immédiates d'établissement de la paternité, de garde légale exclusive et de pension alimentaire. Avant de se lever pour partir, Chloé fouilla dans son sac à main et en sortit une petite photographie pliée. Elle la tendit à Éléonore. C'était Mathieu debout sur une plage de sable blanc près de Cassis. Dorian était sur ses épaules, riant joyeusement, et la petite Léa s'agrippait fermement à sa jambe. Au dos de la photo, écrit de l'écriture architecturale élégante de Mathieu, il y avait une seule phrase. « Pour quand nous pourrons enfin arrêter de nous cacher ?» Éléonore ne dit pas un mot. Elle prit la photographie et la glissa soigneusement dans une pochette en plastique transparente à l'intérieur de son dossier, à côté des relevés bancaires et des faux emails sur la FIV. Cet après-midi-là, quand Éléonore retourna à l'appartement du Marais, le silence de l'appartement semblait différent. Ce n'était plus un sanctuaire. C'était une scène de crime. Elle prépara méthodiquement une seule valise à roulettes. Elle emballa son passeport, ses relevés bancaires personnels, ses dossiers médicaux, les bijoux vintage qu'elle avait hérités de sa grand-mère, et un petit pot de lavande qu'elle avait minutieusement maintenu en vie sur le balcon. Puis elle entra dans la chambre. Elle imprima le calendrier des projets côtiers, codé par couleur en grand format. Elle le posa parfaitement à plat au centre exact de son côté du très grand lit. Par-dessus le calendrier, elle plaça son alliance en or blanc, juste sur la case marquant le rendez-vous chez le pédiatre de Léa. Sous l'alliance, elle laissa un morceau de carton de haute qualité. Dessus, elle avait écrit une seule ligne impeccable. « Je sais exactement comment tu as divisé ma vie. » Mathieu trouva le mot à 21h01. Éléonore connut la minute exacte car son téléphone, posé sur l'îlot de la cuisine de l'appartement d'Anne, se mit soudain à vibrer violemment. D'abord vinrent 3 appels téléphoniques consécutifs. Puis un barrage de SMS frénétiques. « Éléonore, où es-tu ? Éléonore, s'il te plaît, c'est un malentendu. Éléonore, il faut que tu me parles. » Puis vinrent les longs messages vocaux haletant qu'elle refusa d'ouvrir. Au 10e appel manqué, elle éteignit complètement le téléphone. Elle ne le fit pas par peur. Elle le fit par stratégie de niveau militaire. Isabelle avait été très claire lors de leur briefing de l'après-midi. Absolument aucune dispute privée, aucune confrontation émotionnelle sans témoin. Ne pas permettre à un manipulateur de mettre comme Mathieu l'opportunité de transformer sa culpabilité sociopathique en un plaidoyer larmoyant et sentimental pour le pardon. Les preuves étaient sécurisées. Le piège était tendu. Il ne restait plus qu'à laisser l'homme montrer son vrai visage lorsque les murs de son labyrinthe s'effondreraient enfin. Le lendemain matin, Éléonore ralluma son téléphone. Il y avait 34 appels manqués. Le dernier SMS de Mathieu, envoyé à 3h15 du matin, disait « Tu surréagis de façon drastique. Tu fais une crise. Nous pouvons arranger ça discrètement. N'implique pas les avocats. » Éléonore prit une capture d'écran du message et la transmit directement à Isabelle. À 11h, Mathieu franchit les portes vitrées coulissantes de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Éléonore venait de finir de panser une grave brûlure et se laver les mains au profond évier en acier inoxydable lorsqu'une jeune infirmière poussa les portes battantes du service. « Éléonore, il y a un type à l'accueil de la sécurité qui exige de te voir. Il dit que c'est ton mari. Il a l'air incroyablement agité. » Éléonore sécha méticuleusement ses mains avec une serviette en papier. Elle prit une profonde inspiration, laissant son rythme cardiaque s'installer au rythme froid d'une infirmière des urgences.
Elle sortit dans le hall d'attente principal. Elle n'y alla pas seule. Anna flanquait sur sa droite et le superviseur de l'équipe de l'hôpital, un homme pragmatique nommé David, se tenait juste derrière elle. Mathieu se tenait près des distributeurs automatiques. Son coûteux par-dessus camel était déboutonné. Sa cravate était desserrée et les lourdes poches sombres sous ses yeux suggéraient qu'il n'avait pas dormi une seule minute. Il serrait fermement un portefeuille en cuir noir contre sa poitrine. Quand il la vit, son visage se tordit. Il essaya de forcer le vieux sourire charmant et apaisant sur ses lèvres, mais le geste se brisa complètement avant même d'atteindre ses yeux. « Éléonore, ma chérie, s'il te plaît, donne-moi juste 5 minutes dans la cour. »« S'il te plaît, supplia-t-il en s'avançant. »« Mon avocate, maître Isabelle Rossi, sera la seule à vous parler à partir de maintenant, » répondit Éléonore, sa voix résonnant froidement dans le hall caverneux. Les yeux de Mathieu se tournèrent nerveusement vers Anne et David. Il fit un autre pas en avant, baissant la voix jusqu'à un murmure désespéré et vicieux. « Tu n'as aucune idée de ce que tu fais en ce moment. Si tu traînes ça au grand jour, tu ne me ruines pas seulement moi. Tu vas complètement détruire ces 2 enfants innocents à Cassis. » Éléonore sentit le coup psychologique et exactement où il l'avait visé, droit sur son deuil maternel. Mais elle ne broncha pas. Elle ne recula pas. Elle le regarda droit dans les yeux. « Ce n'est pas moi qui les ai enterrés dans l'ombre, Mathieu. » Mathieu regarda frénétiquement autour de lui. Il y avait trop de gens. Trop d'infirmières en blouse. Trop de caméras de sécurité. Trop de réalités non filtrées s'écrasant sur son monde soigneusement contrôlé. Il fit un dernier pas vers elle, son visage se durcissant en quelque chose de laid et de venimeux. « Chloé ne comprend rien, siffla-t-il, le masque entièrement tombé. Elle est confuse et instable. Et toi aussi. Tu es malade, Éléonore. Tu laisses ton chagrin te rendre folle. » À côté d'Éléonore, Anne ajusta nonchalamment le smartphone qu'elle tenait à sa hanche. L'écran était allumé. Toute la menace venait d'être enregistrée en haute définition. Le même après-midi, sur la Côte d'Azur, Chloé répondit à un coup à sa porte d'entrée. Un livreur lui tendit un immense et somptueux arrangement de 2 douzaines de roses rouges à longue tige. Glissée dans le ruban se trouvait une carte lourde et gaufrée. Chloé l'ouvrit. « Ne laisse pas ces délires psychotiques détruire notre belle famille. Je rentre bientôt à la maison. » Chloé ne jeta pas les fleurs à la poubelle. Elle les posa sur le comptoir de la cuisine, prit une photographie haute résolution de l'arrangement et de la carte, glissa la carte dans une pochette de protection en plastique et appela immédiatement son avocat. 2 jours plus tard, les doubles frappes juridiques furent lancées simultanément. La requête agressive d'Éléonore pour un divorce absolu pour faute, traitement cruel et abusif, fut déposée auprès du tribunal des affaires familiales de Paris. Au même moment exact, la requête de Chloé pour l'établissement de la paternité, la garde physique et légale exclusive et la pension alimentaire rétroactive fut déposée au tribunal de grande instance. Mais Maître Rossi n'avait pas terminé. Elle rédigea une demande d'information légale formelle et la fit livrer par coursier au bureau aux parois de verre de l'agence d'architecture de Mathieu à la Défense. La lettre était adressée directement à l'associé principal de Mathieu, Frédéric Moreau. Elle demandait formellement la préservation de tous les registres financiers, comptes de dépenses d'entreprise et journaux de voyage relatifs au compte, Projet Côtier Canada, citant une enquête en cours sur les biens matrimoniaux. Frédéric Moreau appela le portable d'Éléonore à 20h ce soir-là. Sa voix semblait totalement différente de celle de l'architecte jovial avec qui Éléonore avait partagé des verres lors de dizaines de somptueuses fêtes de fin d'année de l'agence. Il semblait vidé. « Éléonore, commença-t-il, la voix tendue. Je dois vous poser une question et j'ai besoin que vous me répondiez très prudemment. Avez-vous, en tant que son épouse légale, autorisé que des fonds personnels soient régulièrement imputés à l'entreprise sous le couvert de supervision de chantier et d'achat de matériel ?» Éléonore ferma les yeux. Le puzzle prenait enfin sa forme définitive. « Non, je ne l'ai pas fait. » Le silence à l'autre bout du fil dura à peine 3 secondes, mais ce fut assez long pour qu'Éléonore sache que Frédéric venait de trouver les planches pourries de sa propre entreprise. L'audit interne d'urgence de l'agence commença le lundi matin. Mathieu engagea un avocat spécialisé en gestion de crise et tenta désespérément de présenter les écarts comme des oublis administratifs mineurs, une comptabilité négligée due au stress. Mais la comptabilité judiciaire ne se plie pas au charme et les chiffres ne mentent pas. Les auditeurs découvrirent des dizaines de reçus frauduleux.
Des suites d'hôtels de luxe à Marseille réservées à des dates où aucune réunion de chantier n'avait eu lieu. Des notes de frais kilométriques en double. Des frais de repas coûteux enregistrés alors qu'il dormait en réalité dans la maison de Cassis. Et le plus accablant de tous, les virements mensuels de 1 500 € méticuleusement déguisés en honoraires de consultants indépendants. Au total, plus de 110 000 € du capital opérationnel de l'entreprise avaient été secrètement détournés, redirigés ou justifiés frauduleusement sur une période de près de 3 ans pour financer sa seconde vie. Frédéric ne cria pas lorsqu'il accula Mathieu dans la salle de réunion de la direction de l'agence. Il se contenta de verrouiller la lourde porte en verre, de laisser tomber l'épais classeur des audits sur la table en acajou et de tendre un stylo à Mathieu. Il lui donna 2 options. Céder tranquillement ses parts dans le partenariat pour une bouchée de pain et démissionner immédiatement, ou faire face à un procès très médiatisé pour détournement de fonds qui anéantirait complètement la réputation de l'entreprise et se terminerait probablement par des accusations de fraude. Mathieu signa les papiers de cession 3 jours plus tard. Le scandale ne fit pas la une des journaux, mais dans le monde hyper-insularisé et bavard de l'immobilier et de l'architecture d'élite, un homme n'a pas besoin des gros titres pour être ruiné. 2 grands promoteurs immobiliers annulèrent immédiatement leur contrat de plusieurs millions d'euros avec lui. Une réconception commerciale très lucrative fut gelée du jour au lendemain. Le nom de Mathieu, qui avait passé une décennie à être synonyme d'élégance visionnaire et de confiance inébranlable, était maintenant murmuré lors des dîners de gala avec le même dégoût feutré que l'on réserve à la moisissure noire trouvée dans un pantouse de luxe. Pendant tout ce temps, Éléonore s'asseyait dans des salles de conférences stériles. Elle faisait des dépositions sous serment, signait des piles interminables de documents notariés, organisait son indépendance financière et ne manqua jamais une seule garde à l'hôpital. Elle ne ressentit pas une victoire cinématographique triomphante. Elle ressentit surtout un épuisement profond, jusqu'à la moelle, mais c'était un épuisement propre. Le genre de fatigue qui vient après avoir retiré des tissus nécrosés pour sauver un membre. Tard un mardi soir, Isabelle l'appela alors qu'Éléonore était assise à la cafétéria de l'hôpital. « Les avocats de Mathieu viennent de nous contacter. Il veut négocier un règlement immédiat. Il est terrifié à l'idée que cela aille jusqu'à un procès public, dit Isabelle, son ton dégoulinant de satisfaction professionnelle. Éléonore regarda par l'immense bail vitré. Dehors, la ville de Paris bougeait sous la pluie, des feux arrière brillants ébranlant l'obscurité, totalement indifférente à son monde qui finissait et recommençait. Dites-lui que la négociation commence par sa signature d'une déclaration sous serment détaillant explicitement la chronologie de l'infidélité et de la fraude financière, dit Éléonore d'un ton plat. Isabelle marqua une pause. Il y a encore une chose. L'avocat de Chloé m'a appelé il y a 1 heure. Les résultats préliminaires de l'ADN ordonnés par le tribunal sont revenus. Mathieu est désigné avec une certitude de 99,9% comme le père biologique de Dorian et Léa. Éléonore pressa son front contre le verre froid de la fenêtre. Le fantôme du mensonge avait enfin été traîné dans la lumière crue et sans compromis d'un document légal. Il n'avait plus nulle part où se cacher. Le divorce fut finalisé 9 mois brutaux plus tard dans une salle d'audience morose à Paris. C'était un matin glacial et gris de fin novembre. Éléonore signa le jugement final d'une main ferme. Elle n'offrit pas un sourire doux amer. Elle ne s'effondra pas en larmes cathartiques. Elle glissa simplement sa copie du jugement dans un dossier gris, remercia Isabelle et sortit sur le trottoir glacé avec la sensation étrange et légère d'une survivante qui s'est enfin éloignée d'un bâtiment en feu, sachant qu'il ne faut pas regarder les cendres. Complètement acculé par l'avalanche de preuves irréfutables, Mathieu n'eut d'autre choix que de reconnaître légalement la double vie, le détournement secret des biens matrimoniaux et les pénalités financières stupéfiantes qui accompagnaient le règlement. Il ne signa pas les papiers par une soudaine et miraculeuse poussée de repentir moral. Il les signa parce que la piste papier méticuleuse qu'Éléonore et Chloé avaient construite ne lui laissait absolument aucun oxygène pour respirer. Sur la Côte d'Azur, Chloé obtint la reconnaissance légale complète de la paternité pour Dorian et Léa, un arrangement de pension alimentaire mandaté par le tribunal et agressivement saisi sur salaire, et un droit de visite fortement restreint et légalement supervisé pour Mathieu. Le système judiciaire ne pouvait pas effacer les dommages psychologiques catastrophiques qu'il avait infligés, mais il força son chaos à entrer dans un ordre rigide et inéluctable. 6 mois après que l'encre eut séché sur le jugement de divorce, Éléonore emménagea enfin de nouveau dans l'appartement du Marais. Elle n'avait pas voulu le vendre immédiatement. Le faire aurait été comme le laisser la chasser de son propre sanctuaire. Mais avant de pouvoir y dormir, elle avait besoin d'exorciser violemment son fantôme de l'architecture.
Elle engagea des entrepreneurs pour démolir son bureau impeccable, le transformant en une salle de lecture ensoleillée. Elle changea chaque serrure, décrapa et repeignit les murs d'un ivoire doux et chaleureux, donna l'imposante table de salle à manger à une association caritative locale et acheta des meubles entièrement neufs. Elle garda le balcon relativement dépouillé, à l'exception du seul pot de lavande qu'elle avait emporté chez Anne. Il avait survécu à l'hiver glacial, fleurissant obstinément même lorsqu'elle avait oublié de l'arroser pendant les semaines les plus sombres de la bataille juridique. Au début, le silence profond de l'appartement vide semblait suffocant. Elle sursautait au son du radiateur qui sifflait, s'attendant au bruit sourd de sa valise dans le couloir. Elle luttait avec l'anxiété fantôme d'un téléphone portable qui sonne. Mais lentement, douloureusement, l'espace commença à la guérir. Elle reconquit les minuscules victoires banales d'une vie souveraine. Elle apprit à boire son café du matin près de la fenêtre sans vérifier compulsivement son téléphone. Elle rentrait à pied de ses gardes à l'hôpital sans scruter la rue à la recherche de sa voiture. Elle recommença à acheter son pain à la boulangerie du coin, se débarrassant enfin du sentiment paranoïaque que tout le monde derrière le comptoir connaissait les détails humiliants de sa vie. Un après-midi humide de juillet, le téléphone d'Éléonore vibra sur le comptoir de la cuisine. C'était un SMS d'un numéro non enregistré, bien qu'elle sût exactement de qui il s'agissait. Chloé n'inclut pas un long paragraphe émotionnellement éprouvant sur Mathieu. Elle envoya simplement une seule photographie. C'était une photo de Dorian courant sur un terrain de football vert vif. Son visage était rouge de joie et la petite Léa était assise dans l'herbe à proximité, intensément concentrée sur le coloriage d'une image d'une maison avec un toit violet follement tordu. Éléonore fixa la preuve vivante et brillante des enfants qu'elle avait autrefois été manipulée pour détester. Elle répondit par une seule phrase. Puisse-t-il ne jamais avoir à apprendre à construire une maison faite de mensonges? Alors que l'automne parisien s'installait, peignant la ville de touches d'orange brûlées et d'or, Éléonore se surprit à accepter une invitation pour une tasse de café décontractée de la part de Declan, le nouveau médecin-chef du service de rééducation de l'hôpital. Il n'y eut pas d'ouverture romantique grandiose. Il n'y eut pas de promesse radicale de destin. Ce fut juste une heure de conversation sincèrement agréable dans un café bondé, un rire partagé sur les cauchemars bureaucratiques de l'administration hospitalière, son offre polie de son parapluie quand il commença à pleuvoir sur le chemin du retour, et un simple SMS le lendemain. Arrivant à l'heure exacte où il avait promis de l'envoyer. Par un matin vif et venteux de fin avril, Éléonore ouvrit les portes-fenêtres de son balcon. La ville sentait richement la pluie sur le bitume chaud et les cerisiers en fleurs. Le plan de lavande était épais de nouveaux bourgeons violets vibrants. Éléonore posa ses deux mains sur la balustrade en fer forgé froid, ferma les yeux et inspira profondément l'air pur. Elle n'était pas entièrement guérie. Certaines fractures laissent une douleur permanente lorsque le temps se refroidit. Mais pour la première fois depuis une éternité, il n'y avait absolument rien dans sa vie qui nécessitait de se cacher dans l'ombre. La partie la plus cruelle de la trahison n'est pas seulement l'acte physique de ce que la personne a fait. La véritable horreur réside dans les séquelles épuisantes et angoissantes, lorsque vous êtes forcé d'excaver et d'examiner minutieusement chaque pièce de votre histoire commune. Vous devez interroger les beaux souvenirs, les promesses chuchotées dans le noir, les photographies encadrées sur la cheminée, et les mots apparemment sûrs que vous pensiez autrefois être une forteresse, réalisant qu'ils étaient en fait les barreaux d'une cage. Éléonore avait été forcée d'avaler une vérité cruelle et dentelée. Peu importe avec quelle ferveur, quelle pureté vous aimez quelqu'un, votre amour ne peut pas miraculeusement transformer ses mensonges en vérité. Il ne peut pas non plus absorber sa lâcheté et la transformer en votre propre culpabilité. Mais dans les cendres de cette prise de conscience, Éléonore a découvert quelque chose d'infiniment plus puissant. La vraie dignité s'annonce rarement avec des crises de cris ou du verre brisé. Parfois, la dignité est la discipline terrifiante et silencieuse de choisir de ne pas perdre la tête. C'est l'acte de rassembler méticuleusement vos preuves, de rallier vos alliés, de demander l'aide que vous méritez, et de refuser, catégoriquement, de laisser la cruauté monstrueuse d'une autre personne vous transformer en une version de vous-même que vous méprisez. La justice n'arrive pas toujours sur un cheval blanc dans un dénouement cinématographique impeccable. Le plus souvent, elle arrive dans la finalité silencieuse et absolue de signatures notariées. Elle arrive dans le clic lourd et satisfaisant d'un nouveau verrou installé. Elle arrive dans la paix d'un compte bancaire non partagé. Et elle arrive dans la victoire profonde et silencieuse d'une femme qui peut enfin poser sa tête sur son oreiller et s'endormir, sachant qu'elle n'aura plus jamais à se réveiller au milieu de la nuit pour vérifier le téléphone d'un étranger. Dans les décombres immédiats d'une vie brisée, il est tout à fait naturel de devenir paralysé par la question « Pourquoi ?
Pourquoi m'a-t-il fait ça? Pourquoi n'étais-je pas suffisante? Mais si vous survivez à l'incendie, il arrive un matin où la question change fondamentalement. Le « pourquoi » perd son pouvoir. La seule question qui compte désormais est « qu'est-ce que je vais faire de moi-même maintenant ?» Et c'est à ce moment précis que la véritable architecture d'une vie commence. Le moment où nous cessons de mendier des excuses au fantôme qui nous a brisés et choisissons simplement de construire un monde où nous pouvons nous regarder dans le miroir, entièrement intact et entièrement en paix.